vous êtes bien sur Basket Session, nouvel épisode du CQFR. Shai, hier c'est tombé l'officialisation, Frédéric Fautoux sera bel et bien le nouveau sélectionneur de l'équipe de France masculine. Il succède donc à Vincent Collet. Bon, c'est pas vraiment une surprise, ça fait un moment qu'on le sait, on en a même déjà parlé, mais voilà, maintenant c'est officiel. Fautoux est le nouveau sélectionneur et Toupane de son côté est reconduit, Jean-Aimé Toupane à la tête de l'équipe de France féminine. Voilà, les deux nouvelles qu'on avait déjà évoquées il y a quelques jours qui sont maintenant officielles. Le truc qu'on pouvait éventuellement se demander, c'est qu'est-ce qu'il en serait de son poste en tant que coach de la JL Bourg. De ce que j'ai compris, il va continuer de les entraîner tout en étant libéré pour les fenêtres internationales. Et puis sinon, je pense pas qu'on ait changé d'avis l'un et l'autre sur le sujet depuis l'autre jour. A priori, c'est un profil qui est assez intéressant, qui est quelqu'un de très attaché à l'équipe de France, qui a pas mal de sélections, qui sait y faire avec les jeunes aussi parce qu'il a entraîné des jeunes, parce qu'il a aussi eu pas mal de jeunes prometteurs à Bourg récemment. Il sera assisté, je ne sais plus si on l'avait déjà dit la dernière fois, mais de Laurent Villa de Strasbourg et de Brian George qui a occupé déjà différents rôles aussi dans le basket français et qui a été au Hawks il n'y a pas si longtemps et qui a bien connu Victor Wembanyama aussi à Nanterre. Pascal Donadieu, inoxydable, toujours là, mais qui sera dans un rôle de consultant. Joseph Gomis en charge du développement personnel et Maxime Chiron à la vidéo pour le staff de Fred Fautoux. Je pense pas qu'on ait changé d'avis depuis. Il y avait pas d'autres pistes, pas de candidats qui se sont manifestés. Il y avait la rumeur Kenny Atkinson, mais à partir du moment où il avait accepté le job chez les Cavs, c'était compliqué. Moi plutôt curieux et hâte de voir ce qui va donner sur les premières fenêtres, surtout quand il n'y aura pas les joueurs NBA dans un premier temps. Ouais, moi pareil, bon, on peut pas rajouter grand-chose, c'est juste là pour donner l'officialisation, voilà, au cas où certains l'auraient manqué. C'est plus en mode info, il n'y a pas grand-chose à commenter de plus. Et comme toi, hâte de voir envie de voir ce que ça donne, ce que ça va donner, les fenêtres de qualif, puis la première compète, hein, voir un peu quelle est sa patte, quel est son style, quelle est sa communication, etc. On suivra évidemment ça de toute façon. Il y a juste quelque chose qui a été dit hier, parce que du coup tu l'as dit, Jean-Aimé Toupane aussi est prolongé, ça on le savait également. Il a évoqué le cas des joueuses françaises et de la WNBA. On savait aussi qu'il y aurait probablement un assouplissement des conditions pour pouvoir jouer en équipe de France quand tu voulais aussi jouer en WNBA. Là, il a carrément dit on va s'arranger, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ça a l'air d'une simplicité folle et c'est dommage que ça n'ait pas été d'une simplicité folle juste avant, un peu plus tôt pour d'autres compétitions. Voilà. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On va pas râler, on va pas non plus revenir sur le passé tout le temps. Si c'est le cas maintenant, si ça devient la norme, ce en quoi vous y croyez pas mal d'ailleurs avec Théo il y a pas si longtemps. Et moi, j'étais très sceptique en me disant que ça allait être plus dur de faire bouger les choses. Et au final, ça a l'air de tout le monde a l'air de vouloir faire ça en bonne intelligence et de laisser les joueuses aller en WNBA et rejoindre peut-être parfois un peu plus tard sur les camps d'entraînement l'équipe de France. Eh ben, écoute, tu me fais une transition parfaite vu qu'il y avait de la WNBA hier soir. La suite des matchs du premier tour, il y avait 2 matchs, 2 qualifications. Donc on est parti, il y a eu 4 séries, 4 sweeps. Connecticut s'est qualifié en éliminant Indiana de Caitlin Clark 87-81. Minnesota a battu Phoenix 101-88. Et à Minnesota, Nafisa Collier a mis 42 points et ça continue d'aller dans le sens de ce que tu nous disais, que Nafisa Collier aurait peut-être mérité quelques premières places pour le MVP en tout cas. Voilà, encore une fois, je ne dis pas qu'Aja Wilson ne mérite pas son titre de MVP. Après le CQFR d'hier ou d'avant-hier avec Théo, on a eu une discussion à ce sujet qui me demandait pourquoi je détestais Aja Wilson. Je plaisante, il n'a pas dit ça comme ça. Il me demandait pourquoi, pourquoi est-ce que j'aurais potentiellement voté pour Nafisa Collier. On n'est plus en saison régulière, donc c'est un trophée de saison régulière, mais le niveau qu'elle affiche là avec les Lynx, c'est le niveau que j'ai vu tout au long de la saison régulière avec peut-être un peu plus de points. Mais là, elle a égalé un record de points en playoff cette nuit avec 42 points contre Phoenix. Et c'est une joueuse incroyable. 42 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 comptes, 70%. Elle a battu un record parce qu'elle avait déjà elle avait mis 38 points au match précédent. Donc elle est à 80 points sur 2 matchs d'affilée en playoff. C'est la première fois que ça arrive en WNBA. Et elle est dominante, elle est extrêmement forte et elle est en train de mener une équipe qui n'est pas la plus talentueuse sur le papier jusqu'en demi-finale des playoffs WNBA et elles peuvent aspirer à même encore mieux.
Et du coup, dans l'autre match, c'était les premiers playoffs de Caitlin Clark s'arrêtent là. Défaite contre Connecticut. 25 points, 9 passes, et c'est quand même bien repris après un premier match plus difficile. Voilà, pas encore de victoire pour Clark en playoff. Mais bon, j'imagine que c'était quand même la fin d'une première saison très encourageante. Absolument. Indiana a bien résisté sur le deuxième match. C'était pas simple contre une équipe aussi expérimentée et défensive que le Sun. Et elles ont plutôt bien défendu. Elles ont plutôt été à la hauteur même si ça fait 2-0 de l'événement. Et clairement, elles vont revenir à l'avenir avec un roster un peu plus renforcé, un peu plus expérimenté. Dans ce match, Alyssa Thomas, dont je te parle souvent, 19 points, 13 passes. Là aussi, plein de passes décisives, plein d'influence dans le jeu. Marina Mabrey, 17 points. Juste après, quelques heures après l'annonce du trophée de MIP pour Dijonais Carrington de l'équipe du Sun toujours. Donc une bonne qualification pour Connecticut et une affiche hyper alléchante entre outsiders, entre le Sun et Minnesota au tour suivant, pendant que de l'autre côté, les deux énormes favoris vont se livrer une bataille assez féroce, New York-Vegas. Les demi-finales vont être assez alléchantes. Et petit point juste, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais en face de Minnesota, il y avait Phoenix et il y avait le dernier match de Diana Taurasi, oui. Alors, on ne sait pas si c'est le dernier match. Moi, tant que je la vois pas, tant que je vois pas de communiqué qui nous dit c'est terminé, merci pour tout. La franchise a communiqué dessus avec une espèce de campagne de com en disant si ça doit être la fin, avec des maillots distribués partout et tout. Le public de Minnesota hier qui a applaudi Diana Taurasi, qui a été une rivale pendant des années, elle a été applaudie à sa sortie, mais elle n'a pas fait de signe. Elle n'a pas applaudi le public en retour, elle n'a pas fait de signe du genre merci pour tout, c'était vraiment la dernière. C'était plutôt limite en surinterprétant, je me disais qu'elle se disait mais qu'est-ce que vous foutez, je vais re-signer pour 3 ans, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc non, c'était possiblement le dernier match de la carrière gigantesque et énorme de Diana Taurasi qui fera peut-être une annonce dans les prochains jours à ce sujet, comme Derrick Rose a l'air de la préparer là. Je ne sais pas si tu as vu, du coup il a fait un petit spot où il a une rose à la main. Ou aujourd'hui. Je sais pas, mais il est censé faire une annonce prochainement. On se doute bien que c'est pas sa signature à Boulazac, à mon avis, c'est la fin de sa carrière. C'est la fin de sa carrière professionnelle. Mais en tout cas, bon, pour Taurasi, on va guetter. Moi, je me méfie. C'est même des bacs pour LeBron, ça peut pousser jusqu'à très très loin au niveau de la carrière. On va suivre ça, bien sûr. T'as dit LeBron, tu me fais encore une transition parfaite. On va parler des Lakers. J.J. Redick s'est confié en interview. Il était dans le podcast de Zach Lowe, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et il a aussi de toute façon discuté. Enfin bref, J.J. Redick a beaucoup parlé depuis quelques heures. Il est notamment revenu sur le 5 majeur à venir des Lakers. Et pas de changement a priori. Donc le 5 majeur, on serait sur du D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura et Anthony Davis. C'est le 5 qui avait le meilleur net rating la saison dernière. C'est le 5 qui a le mieux fonctionné du côté des Lakers la saison dernière. Donc c'est un choix plutôt logique. Ouais, il est dans la continuité, ce qui fait dire que s'il est dans cette ligne-là, le problème identifié, ce serait donc pas les joueurs, mais plutôt l'entraîneur l'année dernière, parce que sinon il aurait peut-être tenté quelques ajustements. Sur le papier, c'est plutôt bien. Hein. Il y a toujours pas, c'est comme l'année dernière, il y a du talent sur le papier. Plein de joueurs qu'on aime bien. Anthony Davis, qui depuis 2 ans est fiable physiquement, c'est très fort. LeBron à son âge, c'est encore fort. Hachimura, il fait plutôt des très bonnes performances depuis qu'il est chez les Lakers. D'Angelo Russell, c'est un peu à géométrie variable, mais il est quand même plutôt tranchant aussi. Austin Reeves, on aime bien. Il y a des questions, simplement les mêmes questions que l'année dernière. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y aura assez de profondeur? Est-ce que défensivement, ça pourra le faire en dehors d'Anthony Davis, qui va être un peu l'arbre qui cache la forêt? Avant de commencer, on discutait un peu du backcourt Russell Reeves. Défensivement, ça peut être exploité quand même. Donc on va voir si les préceptes de J.J. Redick, le coach, en tant que coach maintenant, tout ce qui nous a un peu teasé pendant des années en tant que podcasteur, est-ce que ça va suffire avec ce 5 de départ là, ou est-ce que faudra faire des ajustements en cours de routine? T'as raison, il a beaucoup parlé sur le style qu'il aimerait avoir, sur le mouvement, le type de tir, beaucoup de tirs à 3 points évidemment, on s'en doutait un peu vu que J.J. Redick c'était quand même un spécialiste. Voilà, il va chercher des choses, il va tenter peut-être à un moment des choses aussi, mais on va observer ça avec curiosité. Je dirais pas par contre que garder le même 5, ça montre que le problème était forcément le coach, parce que de toute façon, en fait, J.J. Redick, il peut pas faire d'ajustement vu qu'il n'y a pas eu un recrutement qui permet de changer ce 5 majeur. C'était le meilleur 5, c'est logique que ça soit conservé en tant que meilleur 5. Je suis pas sûr qu'il avait une autre alternative que de conserver ce 5. Moi, ce que je vois là,
Je vois une équipe qui va être forte offensivement, à mon avis, ou qui peut être forte offensivement. Voilà, il veut du mouvement, c'est très moderne, il veut du tir à 3 points. C'est logique, tout ça, c'est logique. Il y a des joueurs qui sont forts offensivement. On verra effectivement s'il a une patte ou une touche qui lui permet de mieux mettre en avant certains joueurs. Je pense notamment à Austin Reeves. Donc je pense que là, le talent d'Austin Reeves n'a pas été complètement mis en avant. Il a dit à D'Angelo Russell qu'il allait le mettre dans une position pour faire une carrière hier, donc la meilleure année de sa carrière. D'Angelo Russell, il est en fin de contrat, donc il aura envie d'être bon. Voilà, il y a des joueurs qui peuvent s'illustrer. Effectivement, par contre, c'est clair, c'est une équipe imparfaite. Elle n'a pas beaucoup de profondeur, elle n'est pas extraordinaire en défense. Moi, ce qui m'étonne, toujours le truc qui me marque chez les Lakers, c'est le double. En fait, c'est le discours qui est affiché, c'est-à-dire on vise le titre, on est parmi les meilleurs de l'Ouest, avec la réalité du terrain. En fait, les Lakers ne sont pas une des meilleures équipes de la conférence Ouest depuis leur titre. C'est quand même une équipe qui à chaque fois passe par le play-in. Si je ne dis pas de bêtises, depuis, c'est à chaque fois par le play-in. Alors oui, ils ont fait une finale de conférence il y a 2 ans maintenant, mais ça reste une équipe qui est quand même pas dans les meilleurs de la conférence Ouest. Et du coup, ça m'étonne à chaque fois qu'on continue à te parler de titre, alors qu'il n'y a pas un effectif, il n'y a pas des changements, il n'y a pas quelque chose qui te laisse penser « Ah bah oui, cette équipe peut jouer le titre ». C'est le réflexe un peu d'une équipe où il y a LeBron James, en mettant de côté son âge, où il y a Anthony Davis, où il y a le tandem qui leur a permis de gagner le titre dans la bulle, certes dans des conditions un peu particulières par rapport à une saison normale, mais Et puis avec un effectif totalement différent. Excuse-moi, pardon, c'est sûr, mais non, non, c'est pas mais du tout bien la même sûr. équipe, hein. Bah non, mais tu as raison de le souligner, à part les deux, ça a quand même beaucoup changé. Donc je comprends le réflexe, si tu veux. Dans tous les sports, il y a des équipes, surtout quand tu suis un peu moins, tu te dis bah oui, bon, ils sont favoris pour le titre, ils vont jouer le titre. Mais bon, la densité d'équipe est tellement énorme à l'Ouest que ça va être compliqué. C'est là qu'on va voir si peut-être avec un style de jeu différent, avec une personnalité différente sur le banc, ça peut changer quelque chose. Il n'y a pas que Redick d'ailleurs qui a changé dans le staff, hein. Il y a beaucoup de gens du staff différents qui sont arrivés et qui vont essayer d'apporter quelque chose à mon avis. Non, c'est pas. On l'a dit l'autre jour quand on en discutait aussi avec Théo, hein, avant le podcast, on les voit pas comme des favoris, c'est vraiment des outsiders, c'est pas des contenders à ce stade. Eux, à mon avis, par contre, se voient comme des contenders, je pense. En tout cas, LeBron et Anthony Davis, ils se disent pas c'est une saison de transition, on va former des jeunes. Bon, il n'y en a pas de toute façon, c'est des joueurs arrivés à maturité, mais eux se voient comme ça. On peut pas, bon, de toute façon, on peut pas leur en vouloir de se dire qu'ils peuvent être champions, hein. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais je ne sais pas qui raisonnablement peut dire ouais, je les vois en finale NBA sans problème. Ils sont capables de taper ne serait-ce que Denver, qui est vraiment une bête noire, qui a toutes les armes pour battre à chaque fois les Lakers. Je les vois pas aller plus loin, quoi. Par contre, c'est serré à chaque fois. C'est serré quand même à chaque fois les matchs contre les Lakers, hein. Il y avait le fameux sweep un peu abusé de l'année du titre. Même l'an dernier, Denver a eu très très chaud quand même sur certains matchs. Ça me fait penser, c'était pas du tout au programme, mais j'ai vu Oops Hype a sorti son classement des 2e meilleures options. Jamal Murray, il est très bas quand même. J'ai plus le classement sous les yeux, j'essaierai de le retrouver pour le CQFR de demain. Ouais. Mais en gros, il y a Booker est 2e, je sais plus qui est 1er. Il y a Bam Adebayo devant Jamal Murray, mais bon, ça se tient ils aussi. Ont pas mis justement Anthony Davis en meilleure première option. Si, ça doit être deuxième option. Ça doit être ça. Ce qui est un peu délicat parce que tu sais même pas si Davis c'est vraiment la 2e option. Si, c'est ça, je pense. C'est Davis, Booker. Je sais plus qui est 3e. Après, il y a Adebayo. Après, en y réfléchissant, en fait, je pense qu'ils font sur le niveau de jeu. Kyrie Irving est peut-être très bas. Kyrie Irving est genre 8e ou un truc comme ça. C'est bon, bref. C'était pas tant le sujet. Mais oui, les Lakers, même ne serait-ce que viser le top 4, je trouverais ça déplacé. Par contre, ils ont quand même des jeunes au final. Reeves et Hachimura, ils sont encore assez jeunes. Dalton Connect, il est jeune, même si c'est un rookie âgé. Et il y a Bronny James. Et ça me permet de venir à un autre truc que DJ Redick a discuté, c'est qu'il est en train déjà de réfléchir avec son staff au moment où ils vont faire jouer LeBron James et Bronny James ensemble. Alors évidemment, c'est un truc particulier, donc je comprends qu'on a envie de trouver le meilleur moment, mais c'est quand même le seul staff là de toute la ligue qui va devoir réfléchir ou qui est en train de réfléchir à quel moment on met ces deux mecs-là ensemble pour la première fois. Il n'y a aucun autre coach dans cette ligue qui est obligé de réfléchir à ça. Les Lakers sont déjà dans cette position. Redick, il assure que ça ne le dérange pas, qu'il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ouais, ça montre beaucoup de choses, le fait qu'ils doivent y penser. Bien sûr que je comprends que ça va être un moment historique et que ça doit être un peu réfléchi, mais ça montre aussi, selon moi, que Bronny James, ce n'est pas un joueur NBA
Parce que si c'était vraiment un joueur NBA, bah, tu ne te poses pas la question de quand. Ça va être dès le premier match de la saison et il y en aura plein des moments comme ça. Et là, ça montre que le moment va être un peu particulier et qu'il n'y en aura pas tant que ça cette saison, en fait. Ça fait partie des challenges. C'est peut-être le plus gros challenge de Redick, c'est de devoir réussir à montrer qu'il peut s'affranchir de LeBron, en fait. Parce qu'il est un peu arrivé avec l'étiquette de gars choisi par LeBron, ils faisaient leur podcast et tout. Il a déjà parlé de Bronny, il a déjà dit que selon lui, il le voyait comme un joueur d'abord défensif qui passerait du temps en G-League, qui va devoir montrer que c'est pas juste des belles paroles et qu'il peut aussi ne pas céder à la pression si pression il y a du côté de LeBron. Moi, ce serait quoi le contexte? Ce serait du garbage time? Ce serait, je le vois pas dans un match vraiment. Deuxième quart-temps ou fin de premier quart-temps. Bon. Oui, ouais, à la limite, voilà, mais ça veut dire qu'il va peut-être passer devant des mecs dans la rotation qui sont plus près que lui. Ça, on est tous d'accord sur le fait qu'il, pour l'instant, c'est pas un joueur NBA. Il a des difficultés en G-League. Ça peut devenir un bon défenseur, peut-être en NBA, avec un gabarit un peu petit, mais c'est pas encore un joueur NBA. Donc oui, il y aura un truc un peu particulier. C'est comme ça. Ça fait partie un peu du show et du cirque qu'il y a à Los Angeles. Mais pour moi, c'est un vrai challenge que Redick puisse s'affranchir de LeBron, parce que tu vois bien dans le podcast à chaque fois. Dans les échanges d'idées, un peu, quand il partageait des théories un peu sur le basket, voilà, parfois je les ai pas toujours sentis d'égal à égal, et LeBron était quand même, me semblait un peu se placer un peu au-dessus et être considéré un peu au-dessus, à juste titre, hein, par Redick, qui n'était pas encore coach, mais je suis curieux de voir comment cette dynamique-là va fonctionner, et pas seulement sur le côté Bronny, quand est-ce qu'on va le faire jouer, combien de temps on va le faire jouer, tu vois. C'est une des composantes, mais il y a plein de trucs qui vont entrer en ligne de compte. C'est un vrai défi pour Redick, ça. Ouais, et surtout quand il y aura l'adversité, quoi. Dès que ça va pas très bien se passer, dès qu'il y aura une série de défaites, si les Lakers sont 8-9e, ce qui est une vraie probabilité, hein. Être 8-9e à l'Ouest aujourd'hui, c'est possible qu'en décembre, ouais, les Lakers sont entre la 6e et la 10e place, quoi. Après, il faudra voir quelle est la dynamique à ce moment-là, mais C'est à peu près la place où on les voit. Enfin, je sais pas, tu connais quelqu'un qui les met top 5 à l'heure actuelle? Enfin, ça me paraît compliqué. Il y a j'ai pas tellement assez d'équipes. lu, mais je pense pas, non. Peut-être qu'on se plante totalement, hein, on le dira si on s'est totalement planté et qu'ils ont trouvé une formule magique pour être incontournable à l'Ouest, mais ça paraît difficile. En fait, je me dis, ils ont plus de chances de grimper au classement si les autres se plantent. Tu vois, eux, en fait, ils peuvent avoir leur niveau, qui est le niveau d'une bonne équipe. Tu vois, les Lakers ont une bonne équipe. C'est une équipe imparfaite, mais c'est une bonne équipe. Il y a deux très bons talents, il y a il y a deux super talents, il y a des très bons joueurs. Je l'ai dit, moi, je pense qu'il y a une capacité offensive assez intéressante, mais voilà, c'est normalement une équipe qui, si tout le monde a son niveau respectif, les Lakers sont entre la 6 et la 10e. Par contre, voilà, il y a peut-être effectivement des équipes qui vont se planter, des équipes où il y aura des blessés, des équipes où ça va moins bien fonctionner, etc. Et là, les Lakers peuvent grappiller des places, mais je ne vois pas d'autres scénarios. Mais si tu es entre la 6e et la 10e, en playoff, tu te tapes tout de suite des équipes qui te sont probablement supérieures. Après, même sur le format d'une série, c'est un peu différent, mais tu vas te manger des équipes assez monstrueuses qu'il y a à l'Ouest. Et ça, franchement, ça va être dur. Je veux pas être pessimiste à mort pour les fans des Lakers, mais c'est dur. Bon, qui nous surprennent, ce sera très bien, hein, que LeBron fasse une saison dingue à 40 piges, que Redick s'avère être un coach incroyable tout de suite, Anthony Davis enchaîne une troisième saison de suite sans gros pépins physiques. Moi, je demande que ça, il n'y a pas de problème, mais forcément, on est un peu sceptique, c'est logique. Yes, bon, on suivra tout ça. Demain, ça sera évidemment un nouvel épisode du CQFR. Et bien écoutez, d'ici là, bonne journée à tous et on se retrouve demain. Ciao, ciao. À demain.